Ma famille a dit à mes enfants que le Père Noël oubliait les petits, extra, fauchés comme eux. Tout en offrant à l'enfant de mon frère une montagne de cadeaux coûteux. Mes enfants ont pleuré pendant tout le trajet du retour. La veille de Noël. Je suis arrivé devant leur maison avec quelque chose qui a fait sortir tous les voisins. Le sourire de ma mère a disparu avant même qu'elle n'ouvre la porte. Le sac cadeau a heurté le sol avant même que la main de ma fille n'ait fini de l'ouvrir. Du papier de soie d'un magasin à $1. Un paquet de feutres sans marque auquel il en manquait un. Un livre de coloriage à la couverture cornée, dont les 6 premières pages étaient déjà coloriées. Et à l'extérieur du sac, de l'écriture de ma mère, au marqueur noir, 2 mots, extra 1. Le sac de mon fils Jude était identique. Magasin à $1, livre de coloriage corné. Une seule canne en sucre collée sur le côté avec du ruban de masquage, extra 2, sur le devant. De l'autre côté du salon, le fils de mon frère Blake, Parker, était assis au milieu d'un canyon de papier cadeau. Un drone dans une boîte de la taille d'une petite télévision, une tablette dans un étui en cuir. Un camion télécommandé avec une station de recharge, et 4 autres boîtes encore emballées. Ma mère était à genoux à côté de Parker, l'aidant à décoller le ruban adhésif de la boîte du drone. Mon père, Hank, était dans son fauteuil inclinable, tenant un verre de quelque chose de sombre. Observant la scène comme un homme regarde un match de football sur lequel il a déjà parié. Reine avait 8 ans. Elle a regardé le sac. Elle a regardé le marqueur. Elle a regardé la pile de cadeaux de Parker. Elle n'a rien dit pendant 4 longues secondes. Et ces 4 secondes ont été les plus longues de ma vie. Parce que je l'ai vu essayer de donner un sens à tout ça. Dans un cerveau qui croyait encore au Père Noël. Puis elle a dit, très doucement, « Papa, pourquoi le Père Noël nous a oubliés ?» Ma mère a répondu avant que je ne le puisse. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas tourné la tête. Elle l'a dit de la manière dont elle disait la plupart des pires choses qu'elle ait jamais dites. C'est-à-dire de côté, tout en faisant autre chose. La phrase déjà terminée avant même qu'elle ne sorte de sa bouche. Parce que le Père Noël sait quels enfants appartiennent à cette famille. Et lesquels ne sont que des extras que leur père traîne avec lui. Parker est un Caldwell. Votre mère est partie et votre père répare des chaudières pour gagner sa vie. Le Père Noël ne gaspille pas de vrais cadeaux pour des petits extras fauchés. La femme de Blake, Tiffany, tenait une flûte de champagne à la main. Elle a pris une gorgée. Elle n'a pas levé les yeux. Mon père a ajusté le repose-pied de son fauteuil. Parker a déchiré le coin d'une autre boîte. Jude avait 6 ans. Il n'a pas compris ce qui avait été dit. Il a compris les sacs. Il a compris que Parker avait un drone et que lui avait une canne en sucre collée sur un sac de magasin à $1. Sans le nom de sa mère décédée dessus, et avec un numéro là où son nom aurait dû être. Reine a posé le sac sur le tapis très soigneusement. De la manière dont elle pose les choses qu'elle ne veut pas casser. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient pleins et son menton faisait cette chose qu'il fait juste avant de trembler. Elle n'a pas pleuré dans le salon. Elle a attendu que nous soyons dans le camion. J'ai porté Jude sur ma hanche jusqu'à l'allée. J'ai tenu la main de Reine avec ma main libre. Je n'ai pas dit un mot à qui que ce soit dans cette maison. Je les ai attachés tous les deux. Je me suis mis au volant. J'ai quitté l'allée de Ridgemont Drive à 15h47, l'après-midi du 23 décembre. Et Reine a commencé à pleurer avant que j'atteigne le panneau d'arrêt au bout de la rue. Elle a pleuré pendant les 22 minutes de trajet jusqu'à notre appartement sur Birchland. Elle ne faisait pas de grand bruit. Elle faisait les bruits qu'un enfant fait quand il essaie de ne pas pleurer. Et qu'il ne peut pas s'arrêter. Des sons silencieux, brisés, humides. Jude s'est endormi la tête contre la vitre. Reine a décroché le manteau rouge de Maggie du porte-manteau derrière le siège passager. Et s'en est enveloppée comme elle le fait toujours quand elle a besoin de sa mère et que sa mère n'est pas là. Le manteau rouge en laine de Maggie. Elle l'a porté chaque Noël, pendant 8 ans. Elle l'avait acheté le premier hiver de notre mariage dans une friperie sur East 3rd pour $11. Et elle l'a porté jusqu'à ce qu'il sente son shampoing, son café. Et la lotion à la lavande qu'elle mettait sur ses mains avant de dormir. Maggie est morte il y a 26 mois.
Le manteau est toujours accroché au porte-manteau près de notre porte d'entrée. Ren y plonge son visage quand elle rentre de l'école, les jours difficiles. Jude ne fait pas ça. Il ne se souvient pas de son odeur. C'est une autre sorte de perte. J'ai regardé Ren dans le rétroviseur. Le manteau rouge remontait jusqu'à son menton, les yeux fermés. Les larmes coulant toujours sur les côtés de son visage, dans le col. J'ai failli faire demi-tour. J'ai failli retourner à cette maison. Et dire toutes les phrases que j'avais accumulées en moi depuis l'âge de 19 ans. Je ne l'ai pas fait. J'ai continué à conduire. Parce que ce que j'avais préparé cette semaine-là, ce n'était pas des phrases. C'était autre chose. J'installe des systèmes de chauffage et de climatisation pour gagner ma vie. Je fais ça depuis 14 ans. Je suis certifié par l'EPA, agréé par l'État, assuré. Et je possède une petite entreprise appelée Caldwell Climate System, qui gère 3 camionnettes et emploie 2 techniciens à plein temps. Ainsi qu'une répartitrice à temps partiel qui travaille depuis sa cuisine, à Kettering. Je m'appelle Grayson. S'éclaircit la gorge, j'ai 38 ans. Je vis dans un appartement de 2 chambres sur Birchland avec ma fille et mon fils. Et un manteau rouge en laine qui appartient à une femme qui ne reviendra pas le porter. Je suis bon dans ce que je fais. Je peux entrer dans une maison, entendre un compresseur à 3 pièces de distance. Et vous dire si c'est un condensateur, une fuite de réfrigérant. Ou un plateau de défilement défaillant. Je peux dimensionner une chaudière pour une maison de plein pied de 600 pieds carrés de tête. Tout en mangeant un sandwich. Je ne fais pas de publicité. J'obtiens du travail grâce aux recommandations. Mes avis sont impeccables. Ma licence n'a jamais fait l'objet d'une plainte. Il y a 3 ans. J'ai installé un système CVC complet dans la maison de mes parents sur Ridgemont Drive. Chaudière à gaz à 2 étages, condenseur de 3 tonnes. Nouvelle conduite dans le vide sanitaire, thermostat intelligent. Humidificateur pour toute la maison. 34,000 $ de main-d'œuvre et de matériaux. Je ne leur ai rien facturé. J'ai fait le travail les week-ends, sur 6 semaines. Gilles, mon technicien principal, m'a aidé à passer les tuyauteries. J'ai aussi rénové leur cuisine l'année d'avant. Nouveau placard, comptoir, dosseret, évier sous plan, broyeur à déchets. 22,000 $. Je ne leur ai rien facturé pour ça non plus. 56,000 $ de travail que j'ai donné à mes parents, parce qu'ils étaient mes parents. Et parce que Maggie, avant de tomber malade, avait dit, ils vieillissent. Gray. Répare leur maison. C'est la bonne chose à faire. Maggie disait toujours la bonne chose. Elle croyait aussi toujours que mes parents étaient meilleurs qu'ils ne l'étaient. Parce que Maggie croyait cela de tout le monde. Et c'était le trait de Maggie qui était à la fois le meilleur, et le plus coûteux. Mes parents ont dit au reste de la famille que Blake avait payé pour la rénovation. La totalité. Le CVC, la cuisine. Le nom de Blake était ce qu'ils utilisaient à Thanksgiving, à Pâques. À chaque réunion de famille pendant 3 ans. Blake s'est occupé de nous. Blake est celui qui répond présent. Je l'ai appris il y a 11 jours par ma cousine Sheila, qui l'a mentionné à une station-service. Pendant que je faisais le plein de ma camionnette de travail. Elle a dit, Blake a vraiment fait du bon travail dans la cuisine de tes parents. J'ai dit, Blake? Elle a dit, oui, ta mère l'a dit à tout le monde à Pâques. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste fini de faire le plein, et je suis allé à mon prochain rendez-vous. C'était le 12 décembre. 5 jours plus tard, le 17 décembre. J'ai reçu un message vocal sur ma ligne professionnelle d'une femme nommée Denise Blackwell. Elle a dit qu'elle était enquêtrice en sinistre pour Midland Property Insurance. Elle a dit qu'elle effectuait un suivi de routine sur une déclaration de dégâts des eaux déposée 14 mois plus tôt par Anke Darlene Caldwell. À l'adresse de Ridgemont Drive. Elle a dit que la déclaration mentionnait le numéro de licence de Caldwell Climate System. 0 HVAC 4417, comme étant l'entrepreneur chargé des réparations. Elle a dit que le paiement avait été de 23,4 cents $. Elle a dit qu'elle avait besoin de vérifier l'étendue des travaux.
Je n'avais jamais entendu parler de cette déclaration. Je n'avais jamais fait de travaux de réparation pour un dégât des eaux dans cette maison. Je n'avais jamais autorisé l'utilisation de mon numéro de licence sur un quelconque document d'assurance déposé par mes parents ou qui que ce soit d'autre. J'ai rappelé Denise le lendemain matin. Si c'est l'histoire que vous êtes venu chercher, abonnez-vous à Family Secrets et restez avec moi. J'ai rappelé Denise. Et cet appel téléphonique a ouvert une porte que je n'ai pas pu refermer depuis. Denise Blackwell était précise. Elle parlait comme le font les experts, c'est-à-dire prudemment. Avec des dates attachées à chaque phrase. Elle a dit que la déclaration avait été déposée le 14 octobre de l'année précédente. Elle a dit que la plaignante était Darlene Caldwell. Elle a dit que les dommages listés étaient une rupture de canalisation dans le vide sanitaire, qui avait provoqué une inondation du sous-plancher et nécessité le remplacement complet des conduits CVC. Elle a dit que la facture de réparation jointe à la déclaration était sur du papier à en-tête de Caldwell Climate System. Avec mon numéro de licence, mon numéro de certification EPA. Et une signature qui n'était pas la mienne. Je lui ai demandé de m'envoyer une copie de la facture. Elle l'a fait. Je l'ai ouverte sur mon ordinateur portable, à ma table de cuisine, à 21h15. Pendant que Ren dormait dans sa chambre et Jude dans la sienne. Et que le manteau de Maggie était accroché au porte-manteau près de la porte, captant la lumière du couloir. La facture était une contrefaçon. L'entête était ressemblant, mais le numéro de téléphone était erroné d'un chiffre. La signature était une version de mon nom, écrite par quelqu'un qui avait vu ma signature, mais qui n'avait jamais tenu ma main. Ma mère m'avait vu signer des dizaines de documents au fil des ans. Elle m'avait aidé avec ma première demande de prêt commercial. Elle savait à quoi ressemblait mon « G » et à quoi ressemblait mon « C ». Et elle les avait presque bien imités. Presque est le mot qui compte. 23 400 $ versés par Midland Property Insurance à Darlene Caldwell. Pour une rupture de canalisation qui n'a jamais eu lieu. Réparée par un entrepreneur qui n'a jamais été appelé. Documenté sur une facture qui n'a jamais été rédigée. Ma mère avait utilisé mon identité professionnelle pour commettre une fraude à l'assurance. Je n'ai pas appelé ma mère cette nuit-là. J'ai failli le faire. J'ai pris le téléphone 3 fois. La 3e fois, je l'ai tenu assez longtemps pour que l'écran s'éteigne dans ma main. Puis je l'ai reposé et j'ai plutôt consulté le site web de l'évaluateur du comté sur mon ordinateur portable. C'est là que j'ai trouvé la ligne de crédit domiciliaire. Mes parents avaient contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 140 000 $. Garantie par la valeur estimée de la maison sur Ridgemont Drive. L'évaluation avait été faite 6 mois après que j'ai terminé l'installation du CVC. La valeur d'amélioration estimée listait 2 éléments, nouveau système CVC, valeur est 34,000 $ et rénovation complète de la cuisine, valeur est 22,000 $. Mon travail. Ma main-d'œuvre. Mes matériaux. Leur capital. L'historique des tirages de la ligne de crédit montrait 9 décaissements sur 22 mois. Chacun d'eux allait sur le même compte. Je n'ai pas eu besoin de tracer le compte pour savoir à qui il appartenait. Le bar de Blake, le Ridgeline Tap, avait ouvert 14 mois plus tôt dans un centre commercial sur la route 35. Blake avait dit à la famille qu'il avait le soutien d'investisseurs. L'investisseur était une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, construite sur le travail que j'avais fait gratuitement. Le bar de Blake était en difficulté. Je le savais parce que la femme de Jill y était allée 2 fois. Et avait dit les 2 fois que la cuisine était fermée et que la barmaid était la femme de Blake. Tiffany, qui ne boit pas et ne sait pas servir une bière pression 103 pouces de mousse. Le bar perdait de l'argent. La ligne de crédit l'alimentait. Et le capital qui garantissait la ligne de crédit, c'était ma sueur, mon cuivre, mes conduits. Et mes week-ends. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant un long moment. Puis j'ai ouvert un autre fichier. Celui-ci, je ne l'avais pas regardé depuis 25 mois. La police d'assurance vie de Maggie. 2 cents,000 $.
J'étais le bénéficiaire principal. Quand Maggie est morte, j'ai reçu 120,000 $. J'avais toujours supposé que les 80,000 $ restants allaient dans un fonds en fiducie. Pour l'éducation de Ren et Jude. Ma mère avait proposé de m'aider avec la paperasse. Je ne mangeais pas et j'étais incapable de tenir un stylo sans que ma main ne tremble si fort que la ligne ressemblait à un relevé de sismographe. Je l'avais laissé faire. J'avais signé ce qu'elle m'avait mis sous les yeux. Je n'avais pas lu chaque page. La fiducie était administrée par Darlene Caldwell. La fiducie avait reçu une distribution de 80,000 $ de la compagnie d'assurance. La fiducie avait un solde actuel de 4,112 $. 75,888 $ avaient été décaissés sur 20 mois. En transfert vers le même compte qui recevait les fonds de la ligne de crédit. Le bar de Blake. Ma mère avait pris 80,000 $ de la police d'assurance de ma femme décédée. De l'argent qui était censé payer les études de mes enfants. Et elle l'avait injecté dans un bar en faillite sur la route 35. Qui ne pouvait pas garder sa cuisine ouverte. Elle avait fait ça, tout en traitant mes enfants des extras. Elle avait fait ça. Tout en écrivant extra 1 et extra 2 au marqueur sur des sacs de magasin à $1. L'après-midi du 23 décembre. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai regardé le manteau sur le porte-manteau. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai appelé Gilles. Gilles a décroché à la deuxième sonnerie, parce que Gilles décroche toujours à la deuxième sonnerie. J'ai dit, j'ai besoin de toi avec le camion plateau au 5224 Ridgemont Drive, demain à 14 h. Gilles a dit, c'est la maison de tes parents. J'ai dit, oui. Gilles a dit, qu'est-ce qu'on enlève? J'ai dit, tout ce que j'ai installé. Gilles est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis il a dit, j'aurai le bras de grue sur le plateau avant midi. Joyeux Noël, patron. Il a raccroché. Le matin du 24 décembre, je me suis réveillé à 5h15. Ren était déjà réveillée. Elle était assise sur le canapé, dans le manteau rouge de Maggie. Avec un bol de céréales sur les genoux. Regardant un dessin animé avec le volume très bas pour ne pas réveiller Jude. Elle m'a regardé quand je suis entré dans le salon. Elle ne m'a pas demandé où j'allais. Elle a appris à ne pas me poser de questions qui m'obligeraient à mentir. Parce que je ne lui ai jamais menti et elle protège cela. Comme un enfant protège quelque chose qu'il ne peut pas remplacer. J'ai appelé Bud Kowalski à 6h30. Bud a 71 ans. C'est un tuyauteur à la retraite. Il vit de l'autre côté de la rue de mes parents sur Ridgemont Drive depuis avant ma naissance. Quand j'avais 11 ans, Bud m'a appris à souder un joint en cuivre dans son garage. Quand j'avais 17 ans, Bud a écrit une lettre de recommandation pour mon premier emploi. Quand Maggie est morte, Bud a déneigé mon allée chaque matin, pendant 19 jours d'affilée. Il n'a jamais frappé. Il n'est jamais entré. Il laissait un thermos de café noir sur le perron chaque matin à 5h40. Avec le bouchon déjà desserré, car il savait que mes mains tremblaient trop pour l'ouvrir. Le 19e matin, j'ai ouvert la porte alors qu'il était encore sur le trottoir. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Il a juste hoché la tête et a continué à traverser la rue. Voilà le genre d'homme qu'est Bud. Il ne dit pas les choses. Il les fait. Et il se souvient de tout. J'ai dit à Bud ce que je faisais. Il a dit, je serai sur mon Porsche. C'est tout ce qu'il a dit. À 14h07, l'après-midi du 24 décembre. J'ai garé la camionnette de Caldwell Climate System sur Ridgemont Drive. Gilles était derrière moi dans le camion plateau, avec le bras de la grue replié. Ma répartitrice était restée à la maison avec sa famille. Il n'y avait que moi et Gilles. La camionnette avait le nom de mon entreprise sur les panneaux latéraux, en lettres bleues foncées. Le plateau avait mon numéro de licence poché sur le haillon. Le quartier était calme, comme le sont les quartiers la veille de Noël. Des lumières aux fenêtres, des voitures dans les allées. Un homme, 3 maisons plus loin, accrochait une dernière guirlande de lumière à sa gouttière. Une femme de l'autre côté de la rue chargeait des cadeaux emballés de son coffre à sa porte.
D'entrée. Bud était sur son Porsche, en manteau, avec une tasse d'où s'échappait de la vapeur. J'ai garé la camionnette devant l'allée de mes parents. Gilles a reculé le plateau sur la pelouse à côté de la maison. Là où le condenseur repose sur sa dalle de béton. Le bras de la grue a fait un bruit hydraulique quand Gilles a commencé à le déployer. Ce son porte. Dans une rue calme, par un après-midi tranquille. Ce son se propage à 3 maisons dans chaque direction. L'homme avec les lumières a arrêté de les accrocher. Il est descendu de son échelle, un barreau à la fois, et s'est tenu dans son allée, observant. La femme avec les cadeaux a posé sa dernière boîte sur son Porsche et n'est pas rentrée. 2 maisons plus loin, une porte de garage s'est ouverte et un adolescent est sorti. Tenant un ballon de basket, et ne l'a pas fait rebondir. Il est juste resté là. Les rideaux du salon de ma mère ont bougé. J'ai vu son visage dans l'interstice. Je l'ai vu voir la camionnette. Je l'ai vu lire les lettres sur le côté, les lettres qui épellent le nom de mon entreprise. L'entreprise qu'elle avait utilisée pour commettre une fraude à l'assurance 14 mois plus tôt. Son visage est resté dans l'interstice pendant 6 longues secondes. Puis les rideaux se sont fermés. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Elle est sortie dans son pull de Noël et ses pantoufles. Elle était coiffée. Elle avait mis du rouge à lèvres. Elle attendait des invités. Elle ne m'attendait pas. Grayson, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais déjà sur le côté de la maison avec une clé à douille. Déconnectant les conduites de réfrigérant du condenseur. Je n'ai pas levé les yeux. Grayson, réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais à ma maison? Je retire le système CVC que j'ai installé. Ma voix était calme. Le système est enregistré au nom de Caldwell Climate System. Il n'a jamais été vendu, transféré ou donné par écrit. J'ai le contrat d'installation original dans la camionnette. Le système est ma propriété. Je le reprends. Mon père est sorti derrière elle. Hank se tenait sur le Porsche, les mains dans les poches. Il a regardé Gilles sur le plateau. Il a regardé le bras de la grue. Il m'a regardé avec la clé. Fils, c'est la veille de Noël. Tu ne vas pas démolir notre maison la veille de Noël parce que tes sentiments ont été blessés hier. Mes sentiments n'ont pas été blessés? Papa. Mes enfants ont été traités des extras par leur grand-mère. Pendant qu'elle dépensait l'argent de l'assurance de leur mère décédée pour le bar de Blake. L'homme à 3 maisons de là a entendu ça. Je le sais parce qu'il a fait un pas en arrière puis s'est immobilisé complètement. La femme avec les cadeaux sur son Porsche a mis sa main sur sa bouche. Bud a pris une gorgée de sa tasse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, restez. C'est sur Family Secret Tales que les comptes se règlent la veille de Noël. La voix de ma mère a changé. Elle est passée de l'ordre à la menace en une seule respiration. Tu arrêtes ça tout de suite. Je vais appeler la police. Appelle-les. J'ai le contrat d'installation, l'enregistrement. Et une lettre de mon avocat. Le système est à moi. La police te dira la même chose. Mon père est descendu des marches du Porsche. Il a marché jusqu'à l'endroit où je travaillais. Il s'est tenu assez près pour que je puisse sentir le bourbon de son verre du salon. Sa voix s'est faite basse. De la manière dont elle baisse quand il pense que le volume est synonyme d'autorité. Tu vas détruire cette famille pour une chaudière. Je retire ma propriété d'une maison qui a été utilisée pour frauder mon assurance. Ma ligne de crédit, ma licence professionnelle, et les enfants de ma femme décédée. Maggie aurait honte de toi. Je me suis arrêté. J'ai posé la clé sur la dalle de béton. Je me suis levé. J'ai regardé mon père. Il faisait 3 pouces de moins que moi. Il a toujours fait 3 pouces de moins que moi, et il ne l'a jamais reconnu une seule fois. Ne prononce pas son nom. Il n'a plus prononcé son nom. Gilles avait positionné le bras de la grue au-dessus de l'unité de toit. Le sifflement hydraulique a commencé. Le son était aigu et clair, et il a parcouru la rue comme une sirène qui ne s'arrête pas. D'autres portes se sont ouvertes. D'autres gens sont sortis. Une femme en tablier rouge se tenait sur sa pelouse, tenant un saladier. Un homme en sweat des Bengales est sorti avec son téléphone déjà levé.
La veille de Noël sur Ridgemont Drive. Et le quartier regardait un homme retirer le chauffage de la maison de ses parents. Le camion de Blake a tourné au coin de la rue à 14h31. Il s'est garé rapidement. Il est sorti, sa veste ouverte et ses clés encore à la main. Il a regardé le plateau. Il a regardé le condenseur déjà déconnecté et posé sur un diable. Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu fous? Je reprends ce qui est à moi. Ce système fait partie de cette maison. Ce système est enregistré au nom de mon entreprise et n'a jamais été transféré. Il ne fait pas partie de cette maison. C'est du matériel que j'ai installé et que je n'ai pas vendu. Demande à ton avocat. En fait, demande au mien. La mise en demeure est dans la boîte aux lettres de ta mère. La bouche de Blake s'est ouverte. Elle s'est refermée. Il a regardé Tiffany, qui s'était garée derrière lui et était assise dans sa voiture. Le moteur tournant et la fenêtre entr'ouverte, et qui ne sortait pas. J'ai pris un dossier Manny dans la camionnette. Pas épais. 6 pages. Je l'ai tendu à ma mère. Elle l'a pris parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre de ses mains. La page 1 est le contrat d'installation montrant que Caldwell Climate System est propriétaire de l'équipement CVC à cette adresse. La page 2 est un privilège de mécanicien que j'ai déposé ce matin pour 56 000 $. Couvrant le système CVC et la rénovation de la cuisine que vous avez dit à la famille que Blake avait payé. La page 3 est une demande formelle pour 86 400 $ de paiements hypothécaires que j'ai effectués sur cette maison au cours des 4 dernières années. À raison de 800 $ par mois. La page 4 est une copie de la déclaration d'assurance frauduleuse que vous avez déposée auprès de Midland Property Insurance en utilisant mon numéro de licence. Ma certification EPA. Et une version falsifiée de ma signature. J'ai déjà parlé à leur enquêtrice. Elle s'appelle Denise Blackwell. Elle vous appellera après les fêtes. La page 5 est un imprimé de la ligne de crédit domiciliaire que vous avez contractée sur la valeur d'amélioration que j'ai créée de mes propres mains. 140 000 $, entièrement tiré pour financer le bar de Blake. Blake a fait un pas en arrière. Son talon a heurté le trottoir. Il n'est pas tombé, mais il a failli tomber. Et ce, failli, est la partie que tout le monde dans la rue a vue. Ma mère tenait le dossier, mais elle ne le lisait pas. Elle me fixait. Son rouge à lèvres était parfait il y a 10 minutes. Il était toujours parfait. Mais le visage en dessous avait changé. La page 6, ai-je dit, est un relevé du compte en fiducie du Fonds d'éducation des enfants Caldwell. Financé par la police d'assurance vie de Maggie. Solde initial 80 000 $. Solde actuel 112 $. 75 888 $ décaissés sur 20 mois sur le même compte qui a reçu vos tirages de la ligne de crédit. Le bar de Blake. Vous avez pris l'argent de l'assurance de ma femme décédée. Qui devait envoyer ses enfants à l'université. Et vous l'avez versé dans un bar qui ne peut pas garder sa cuisine ouverte. Et ensuite, vous avez écrit les extras sur leur sac cadeau. La femme au tablier rouge de l'autre côté de la rue a baissé son saladier sur sa hanche. L'homme au sweat des Bengales a baissé son téléphone. Bud a posé sa tasse sur la rampe du Porsche et a mis ses 2 mains sur ses genoux. Les doigts de ma mère se sont resserrés sur le dossier. Sa bouche a bougé, mais aucun son n'en est sorti. La main de mon père s'est posée sur la rampe du Porsche derrière lui et s'y est agrippée. Blake se tenait sur le trottoir, regardant le béton. J'ai dit, vous les avez appelés extra, maman. Puis vous avez pris 80 000 $ de l'assurance de leur mère décédée et vous les avez donnés au bar de Blake. 22 mots. Je ne les avais pas prévus. Ils sont sortis, plats et nets. Et ils ont atterri comme une clé atterrit sur une dalle de béton quand on a fini avec. Qu'on la pose, et qu'on ne la ramasse plus. Ma mère a tenté une dernière chose. Elle a mis sa main sur sa poitrine. Ses doigts se sont étalés sur sa clavicule. Ses genoux se sont pliés d'un quart de pouce. Elle a dit, Grayson. Tu me provoques une crise cardiaque. Je ne peux plus respirer. Que quelqu'un appelle une ambulance.
Personne n'a bougé. Les voisins n'ont pas bougé. Gilles n'a pas bougé. Blake n'a pas bougé. Bud, de l'autre côté de la rue, a dit une seule phrase à personne en particulier. Assez fort pour être entendu. Elle a fait la même chose à la fête de quartier en 2019. Quand quelqu'un a posé une question sur la clôture. La main de ma mère est redescendue de sa poitrine. Ses genoux se sont redressés. La crise cardiaque était terminée. Elle avait duré 4 secondes. Je me suis retourné vers Gilles. Finissons en. L'unité de toit a été retirée à 14h58. La chaudière est sortie par le garage à 15h20. Le thermostat a été enlevé du mur à 15h27. Gilles a chargé la dernière pièce sur le plateau à 15h41. J'ai traversé la maison une dernière fois pour déconnecter l'humidificateur et boucher la conduite de gaz. La maison se refroidissait déjà. Le thermostat était parti, mais je pouvais le sentir dans l'air. Décembre en Ohio. Avant minuit, la température intérieure serait inférieure à 45 degrés. Je suis sorti par la porte d'entrée. Ma mère était assise sur les marches du porche, pas debout. Assise. Son pull de Noël avait un renne à paillettes sur le devant. Et les paillettes captaient la dernière lumière de l'après-midi. Mon père était à l'intérieur, au téléphone. Je pouvais l'entendre à travers la contre-porte dire « Oui ». Un appel de chauffage d'urgence. J'ai besoin de quelqu'un ce soir. C'est la veille de Noël. Il rappelait les entreprises. La veille de Noël à Dayton, Ohio. Toutes les entreprises de CVC de la région des 3 comtés étaient fermées. Il s'en rendrait compte cet appel plus tard. Blake et Tiffany étaient partis. Le camion de Blake était parti à 15h15 après que Blake ait essayé de me dire une phrase et que je l'ai regardé. Et qu'il se soit arrêté. La phrase qu'il n'a pas terminée commençait par « Grayson, tu dois comprendre ». Il ne l'a pas terminée parce qu'il a vu sur mon visage que je n'avais rien à comprendre. Et que le moment de la compréhension avait été le 23 décembre à 15h47. L'après-midi où ma fille a demandé pourquoi le Père Noël l'avait oublié. Je suis monté dans la camionnette. Gilles a suivi dans le camion plateau. Le bras de la grue était replié. Le condenseur, la chaudière, l'unité de toit. L'humidificateur et le thermostat étaient tous sur le plateau, sanglés et bâchés. 56 000 $ de mon travail à l'arrière d'un camion. Roulant vers l'est sur Ridgemont Drive la veille de Noël. Tandis que les voisins regardaient depuis leurs allées, leurs porches et leurs fenêtres. Sans faire de signe à la maison que nous laissions derrière nous. Bud a levé sa tasse quand je suis passé. Un petit geste. C'est tout. Les 8 choses qui se sont produites au cours des 3 semaines suivantes ne sont pas des résumés. Ce sont des faits. La première chose fut le froid. À minuit, la veille de Noël, la maison sur Ridgemont était à 43 degrés à l'intérieur. Mon père avait appelé 11 entreprises de CVC. Toutes fermées. Il a appelé un plombier qui lui a dit d'acheter des chauffages d'appoint chez Walmart. Le Walmart de Miller Lane était ouvert jusqu'à 18h la veille de Noël. Il y est arrivé à 18h12. Fermé. Il est allé à 3 stations-service. L'une d'elles avait un unique radiateur électrique pour 89 $. Il l'a acheté. Il chauffait une pièce. Mes parents ont dormi dans le salon la veille de Noël sous 4 couvertures. Avec un radiateur à 89 $ et la porte du four ouverte. Le four était à gaz. Les pompiers leur auraient dit de ne pas faire ça. Personne n'a appelé les pompiers. La deuxième chose fut le privilège. Le privilège de mécanicien de 56 000 $ a été déposé le 23 décembre, la veille du retrait. Il était rattaché à la propriété de Ridgemont Drive. Lorsque la société de prêt hypothécaire a effectué sa vérification trimestrielle des titres en janvier. Le privilège est apparu. La société de prêt hypothécaire a envoyé une lettre. La lettre disait que le privilège constituait une condition de défaut sur le prêt hypothécaire existant. La lettre disait qu'ils avaient 60 jours pour le résoudre. Ou la banque entamerait une procédure de saisie. La troisième chose fut Denise Blackwell.
Elle a appelé mes parents le 27 décembre. Elle a posé des questions sur la déclaration de dégâts des eaux d'octobre de l'année précédente. Elle a posé des questions sur la facture de Caldwell Climate System. Elle a posé des questions sur la signature. Ma mère a dit à Denise que j'avais autorisé la déclaration. Denise a demandé si ma mère avait une documentation écrite de cette autorisation. Ma mère a dit qu'elle la trouverait. Denise a dit qu'elle attendrait. Ma mère n'a pas rappelé. Le 4 janvier. Midland Property Insurance a renvoyé le dossier à la division de la fraude à l'assurance de l'Ohio. La division de la fraude a ouvert un dossier. La quatrième chose fut la ligne de crédit domiciliaire. Lorsque le privilège de mécanicien a été déposé, la banque qui détenait la ligne de crédit a effectué une nouvelle recherche de titres. La recherche de titres a montré le privilège. La banque a gelé la ligne de crédit. Plus de tirage. Le bar de Blake tirait 6,000 $ par mois de la ligne de crédit pour couvrir les salaires et le loyer. En janvier, il n'y a pas eu de tirage. Blake a manqué le loyer. Le propriétaire a affiché un avis de 5 jours sur la porte du Ridgeline Tap le 9 janvier. Le 14 janvier, le bar était fermé. Le panneau sur la fenêtre disait « Fermé temporairement ». Ce n'était pas temporaire. La cinquième chose fut la fiducie. Mon avocat a déposé une demande formelle le 28 décembre pour le recouvrement de 75 888 $ auprès de Darlene Caldwell, fiduciaire du Fonds d'éducation des enfants Caldwell. La demande comprenait un renvoi au bureau du procureur du district du comté de Montgomery pour vol d'une fiducie fiduciaire pour mineurs. Le bureau du procureur a ouvert un dossier préliminaire le 3 janvier. L'avocat de ma mère a appelé mon avocat le 6 janvier. L'avocat de ma mère a dit qu'elle voulait discuter d'un plan de paiement. Mon avocat a dit que le procureur n'était pas intéressé par un plan de paiement. La sixième chose fut le voisinage. Le 26 décembre, la femme de Bud, Irene, qui vit sur Ridgemont Drive depuis 44 ans et qui organise la chasse aux œufs de Pâques annuelle du quartier depuis 1998, a envoyé un unique message à la liste de diffusion communautaire de Ridgemont Drive. Elle a écrit « Pour ceux qui n'étaient pas à la maison l'après-midi de la veille de Noël. Sachez que le système de chauffage de Darlene et Hank Caldwell a été légalement retiré par leur fils Grayson, celui qui l'avait installé gratuitement. Le fonds d'études de ses enfants, financé par l'assurance vie de leur mère décédée, a été utilisé pour financer le bar de Blake sur la route 35. Sur les sacs que Darlene a donnés à ses enfants le 23 décembre. Le mot extra avait été écrit au marqueur. La liste de diffusion comptait 71 abonnés. Irene n'a pas fait de commentaires. Elle n'en avait pas besoin. Au 28 décembre. Pas un seul voisin n'avait frappé à la porte de mes parents pour prendre de leurs nouvelles. La chaîne de plats cuisinés que Ridgemont Drive met en place pour quiconque est malade, en deuil ou dans le besoin ne s'est pas activée. Personne n'a apporté de plat. Personne n'a apporté de bois de chauffage. Personne n'a apporté de chauffage d'appoint. La rue qui m'avait vu grandir, m'avait vu enterrer ma femme. Et avait vu Bud déneiger mon allée pendant 19 jours. A regardé les fenêtres sombres de mes parents et est passé de l'autre côté. La septième chose fut Blake. Blake est venu à mon appartement le 11 janvier. Il n'a pas appelé avant. Il s'est tenu sur mon perron et a sonné, j'ai ouvert la porte. Et il portait la même veste que la veille de Noël, et elle était toujours ouverte. Il a dit, Grayson. Le bar est fini. Tiffany a emmené Parker chez sa sœur. Je n'ai plus rien. Je te demande de lever le privilège. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me laisser recommencer. Je l'ai regardé. J'ai failli lui dire ce que j'avais trouvé à la page 6 du dossier. La partie sur l'assurance de Maggie. La partie où son bar était construit sur l'argent d'une femme décédée, destinée à ses enfants. Je ne l'ai pas fait. Je l'avais déjà dit dans l'allée. Il l'avait entendu. Il avait choisi de ne pas l'entendre. C'était son problème. J'ai fermé la porte comme je ferme les portes dans les maisons qui me sont chères, doucement. Jusqu'au bout. Verrou. Blake est resté sur le perron pendant 9 minutes.
Mon voisin me l'a dit plus tard. Il n'a pas frappé à nouveau. La 8e chose s'est produite un dimanche matin, à la mi-janvier. Ma mère était seule dans la maison de Ridgemont Drive. Mon père était allé chez son frère à Centreville pour regarder le football. Car la maison de Ridgemont n'avait toujours pas de chauffage central. Seulement 3 chauffages d'appoint. Une couverture électrique et une facture de gaz réduite de moitié car il n'y avait pas de chaudière à faire fonctionner. Ma mère était dans la cuisine. Elle était assise à la table que j'avais refaite pour elle il y a 2 ans. Elle tenait son téléphone. La discussion de groupe de la famille, celle qu'elle animait depuis 9 ans, 38 personnes, était ouverte à l'écran. Le dernier message de la discussion datait de 5 jours. Il venait de sa sœur qui avait écrit une seule ligne, Darlene. Je ne peux pas défendre ce que tu as fait avec l'argent de l'assurance de Maggie. Ne m'appelle pas tant que tu n'auras pas arrangé les choses avec ses enfants. Ma mère avait rafraîchi la discussion 11 fois ce matin-là. Il n'y avait pas de nouveaux messages. La discussion qui avait été le centre de son monde était silencieuse. La cuisine que j'avais rénovée était la seule pièce chaude. Car le chauffage d'appoint était sous la table. Elle était assise dans une cuisine que j'avais construite pour elle. Dans une maison que j'avais chauffée pour elle, à une table que j'avais poncée éteinte pour elle. Seul un dimanche de janvier, sans que personne n'appelle, sans que personne ne vienne. Et sans que personne ne lui demande si elle avait besoin de quelque chose. Parce que la rue qui la connaissait depuis 40 ans avait lu l'email d'Irene Kowalski. Et avait décidé que la femme qui écrivait, extra, sur les sacs cadeaux des enfants d'une femme décédée n'était pas le genre de voisine qui reçoit un plat cuisiné. Matin de Noël dans notre appartement sur Birchland. Petit sapin dans le coin. Lumière du magasin à $1. Le vrai magasin à $1. Celui où je suis allé exprès, parce que les lumières étaient du orange exact que Oren avait demandé. Jude par terre en pyjama. Ouvrant une boîte contenant un télescope d'occasion que j'avais trouvé dans un prêteur sur gage sur Wayne Avenue pour $35. La lentille était propre. Le trépied était stable. Jude ne savait pas qu'il était d'occasion. Jude s'en fichait. Il l'a pointé vers le plafond et a dit qu'il pouvait voir la lune. Il n'y a pas de lune au plafond, mais il a 6 ans et c'est suffisant. Oren a ouvert son cadeau lentement. Des livres de bibliothèque emballés dans du papier journal. Car elle m'avait dit un jour qu'elle aimait le bruit que fait le papier journal quand il se déchire. Un journal intime avec un cadenas. Un ensemble de crayons de couleur, de la bonne sorte, 36 dans une boîte en métal. Elle a aligné les crayons sur le tapis par couleur et n'a rien dit, et n'en avait pas besoin. Bud est passé à 8h15 avec une boîte de brioche à la cannelle que sa femme, Irene, avait faite à 5h ce matin-là. Il s'est assis sur la coudoir du canapé, car il n'aime pas prendre les bonnes places. Jude lui a montré le télescope. Bud a regardé à travers vers le plafond et a dit, c'est sans aucun doute la lune. Jude a dit, je te l'avais dit. Bud avait les yeux humides, et il a tourné la tête pour que Jude ne le voie pas. Le manteau rouge de Maggie était sur le porte-manteau près de la porte. La lumière du matin entrait par la fenêtre au-dessus de la porte et frappait le col sous un angle qui rendait le rouge plus profond qu'il ne l'est habituellement. Ren l'a regardé une fois. Elle ne s'est pas levée pour y plonger son visage. Elle n'en avait pas besoin. Elle était assise par terre dans un appartement chaud, avec un journal qui fermait à clé. Un père qui ne lui avait pas menti. Et une boîte de brioche à la cannelle d'un homme qui avait déneigé le râler pendant 19 jours et desserré le bouchon du thermos parce qu'il savait. De l'autre côté de la ville, sur Ridgemont Drive, la maison était à 44 degrés. Le chauffage d'appoint sous la table de la cuisine fonctionnait. La facture de gaz était de $14 pour le mois, car il n'y avait pas de chaudière. Le privilège était sur le titre de propriété. L'enquête de l'assurance était ouverte. Le dossier du procureur était actif. Le groupe de discussion familiale ne comptait plus que 3 personnes. Et aucune d'entre elles n'avait parlé depuis le 8 janvier. Le bar de Blake avait un cadenas sur la porte et un avis de 5 jours qui se recroquevillait sous la pluie. Tiffany n'avait pas appelé Blake depuis 6 jours. Parker était dans un autre état. La sœur de ma mère n'avait pas rappelé.
La feuille d'inscription pour la chasse aux œufs de Pâques du quartier. Kyrene Kowalski envoyait chaque 15 janvier, n'incluait pas la maison des Caldwell sur le parcours. Pour la première fois en 31 ans. Sur Birchland, Ren alignait ses crayons par couleur. Jude regardait la lune au plafond. Bud mangeait une brioche à la cannelle. Le manteau rouge était accroché au porte-manteau. Le café dans ma main était chaud. L'appartement était chauffé à 68 degrés par un système que j'avais installé moi-même. Dans un immeuble dont je payais le loyer. Avec de l'argent que je gagnais en faisant le travail que ma mère appelait « réparer des chaudières ». Et ce travail était honnête, et cette chaleur était la mienne. Et ces enfants n'étaient pas des extras. Ils étaient tout. Ils étaient la seule chose qui comptait. Si cette histoire vous a touché aujourd'hui, abonnez-vous à Family Secret Tales et partagez-la avec la personne dans votre vie qui a été traitée des « extras » et qui s'est avérée être celle qui maintenait le chauffage. Ma fille s'appelle Oren. Mon fils s'appelle Jude. Le manteau de leur mère est toujours sur le porte-manteau. Le café est toujours chaud. La porte est verrouillée. La chaleur est constante. Et personne sur Ridgemont Drive n'a frappé à la porte de mes parents depuis 22 jours. Les crayons sont alignés par couleur. Le télescope est pointé vers la lune. Le manteau capte la lumière.